Décryptons l'agriculture paysanne. Rendez-vous numéro 6, droits des paysans, les représenter et les défendre. Le réseau des AMAP, les Amapiens et les paysans en AMAP ont pour objectif de soutenir l'agriculture paysanne. Connaître la déclaration des droits des paysans et savoir comment contribuer à la mise en œuvre effective de ces droits nous paraissait donc primordial. À travers ce webinaire, on s'est demandé d'où vient la déclaration des droits des paysans et des paysannes et qu'est-ce qu'elle contient. Comment la mettre en œuvre concrètement à l'échelle internationale, nationale ou locale. Voilà, pour parler de cette thématique, du coup, on a 3 intervenants ce soir que je vais laisser se présenter. Oui, bonsoir à toutes, j'ai l'impression, à toutes et tous. Donc moi, je suis Colline Hubert, je suis juriste spécialisée sur la déclaration et actuellement, je suis éditrice du site Défendre les droits des paysans paysannes, qui est un site consacré à la déclaration et qui est un projet commun de plusieurs organisations, dont la Via Campesina, dont on va reparler ce soir. Et par ailleurs, j'ai écrit un livre sur la déclaration des droits des paysans paysannes je vous présenterai peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Geneviève Savigny, donc ancienne paysanne retraitée. Alors j'espère que mon réseau marche bien, il est parfois un peu instable. Vous me ferez des signes si ça marche pas bien et on trouvera une solution. Donc voilà, paysanne retraitée, donc engagée avec la Confédération paysanne et aussi avec la coordination européenne Via Campesina, qui est la partie européenne de Via Campesina. Et puis, depuis maintenant le mois de mai, je suis membre du groupe de travail pour la mise en œuvre du droit des paysans avec l'ONU. Donc, j'expliquerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure, plus précisément. Et je laisse la parole à Olivier qui... Oui, comme Geneviève, retraité, paysan en Ardèche, beaucoup d'actions militantes dans l'histoire. Et dernièrement, je m'occupe un petit peu, avec Geneviève particulièrement, du droit des paysans et ce qui a permis de la faire nommer comme représentante et experte à l'ONU, et c'est fichtrement intéressant. Et puis maintenant, on essaye de mener quelques campagnes pour faire vivre ce droit et entre autres ce type de réunion pour le faire connaître. Et on est bien content que vous nous sollicitiez. Voilà. Merci. Du coup, je vous propose qu'on démarre et qu'on parte sur le déroulé de l'intervention. Donc, on a organisé ça en 3 parties avec à chaque fois un temps où un intervenant prendra la parole et puis après, on a laissé 5 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions et à les poser de vive voix puisqu'on n'est pas très nombreux, sauf pour Marianne qui, du coup, n'a pas de micro. Et donc, je te laisse la parole, Colline, pour la partie sur un peu l'historique et le contenu de la Déclaration des droits des paysans et des paysannes. Merci beaucoup. Alors, donc, en 15 minutes, je vais essayer de répondre à 3 questions. C'est quoi la déclaration? Comment est-ce qu'elle a été créée? D'où elle vient? Et puis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le nom complet de la déclaration, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Donc la première chose à retenir de ça, c'est que c'est une déclaration de l'ONU. Elle a été votée à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018, en décembre 2018. Et avant ça, elle avait été négociée au sein du Conseil des droits de l'homme. Donc c'est vraiment une déclaration qui est issue de l'ONU, du coup, d'un point de vue juridique. Donc voilà, je voudrais faire un petit point juridique sur qu'est-ce que c'est une déclaration. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne aussi ce statut juridique. Donc une déclaration, c'est les États de l'ONU qui disent « nous déclarons des droits aux paysans ». On leur reconnaît des droits. Par ailleurs et pour autant, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on peut aller devant les tribunaux avec la déclaration pour faire appliquer ces droits. Ça, c'est ce qu'on appelle des traités, des conventions où les États signent. Mais pour autant, ce que je voudrais que vous reteniez, même si c'est une déclaration, ça reste quand même un outil très très fort et très intéressant. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que maintenant que les États ont déclaré ces droits, qu'ils ont dit on reconnaît ces droits aux paysans et aux travailleurs, il y a un effet, ce qu'on appelle un effet cliquet.
Donc, ils ne pourront pas revenir à moins que ça. Maintenant que c'est reconnu, que ça fait partie du droit international, on ne pourra pas faire moins. On est obligé d'avoir au moins ça quand on parle des droits des paysans. Et par ailleurs, dans les droits qui ont été reconnus, il y a aussi des droits qui existaient par ailleurs et qui étaient des droits contraignants. Et donc maintenant, c'est une interprétation de ces droits. Par exemple, le droit d'association, qui existait déjà dans le droit international. Pour les paysans, maintenant, on sait qu'il faut le lire avec la déclaration. Les États sont obligés de le lire comme ça. Première chose à retenir. Même si on ne peut pas aller devant les tribunaux, on ne peut pas faire moins que ça maintenant au droit international. Ensuite, même s'il n'y a pas les tribunaux, il reste cette déclaration, elle garde un énorme poids à la fois politique et moral. Parce que c'est des droits humains, ce qu'on appelait avant des droits de l'homme, ça a un vrai poids politique. C'est très compliqué pour des politiques de venir complètement dire je ne suis pas d'accord du tout avec les droits de l'homme, les droits humains des paysans. Donc, c'est dans ce sens-là que ce soit reconnu au niveau international par énormément d'États, par la vaste majorité des États dans le monde, ça donne un vrai poids politique et moral, une légitimité vraiment aux droits des paysans. Et puis, dernière chose à retenir, c'est qu'il y a le droit, ce qui est écrit, mais ce que nous, on fait ici et ce que font les paysans à travers le monde, aussi à travers cette déclaration, c'est de la politique et c'est de la création de rapports de force. Et la déclaration, c'est vraiment un outil de plus, un moyen de plus dans le rapport de force qu'on est tous en train de créer pour obtenir des droits pour les paysans. Donc maintenant, c'était un petit point technique. C'est vraiment ces quelques petits points que je pense qui sont importants d'avoir en tête. Tout ça, ça veut dire que maintenant, on a les paysans, les paysannes et les travailleurs, les travailleuses du secteur rural qui sont reconnus dans le droit international. Et ça, c'est vraiment une immense avancée. Et c'est une avancée et surtout, c'est une victoire pour les paysans parce que c'est eux, elles et eux, qui ont voulu cette déclaration. Cette déclaration, elle est née de la volonté politique des paysans. C'est pas les États qui ont eu l'idée, c'est vraiment les paysans qui l'ont voulu, qui se sont battus pendant des années et des années pour l'avoir. Ce qui me permet maintenant de vous raconter un peu l'histoire de cette déclaration. Donc, la déclaration, c'est, comme je vous le disais, une idée qui vient des paysans. Plus précisément, elle vient d'un tout au début, c'est-à-dire au début des années 90, l'idée de s'emparer des droits humains, vraiment de ce pan juridique des droits humains, est venue d'un syndicat paysan en Indonésie. Et on dit aussi parfois que c'est même une personne spécifiquement qui s'appelle Henri Saraghi, qui serait le père de cette déclaration, parce qu'il s'est dit, nous les paysans, on subit des choses spécifiques et on devrait reconnaître des droits spécifiques pour les paysans, les paysannes. Et ce syndicat, il fait partie d'un mouvement international qui s'appelle la Via Campesina, mouvement que j'ai donc déjà mentionné, auquel la Confédération paysanne fait partie. La Via Campesina, c'est un mouvement international qui regroupe les syndicats de paysans à travers le monde, de paysans et de travailleurs d'ailleurs. C'est un mouvement qui est né en 1993 et qui, à la base, luttait contre l'intégration de l'agriculture dans ce qui allait devenir l'Organisation mondiale du commerce. C'était vraiment le but de lutter contre la fin le libre-échange des biens alimentaires et agricoles qui était à leur sens très dangereux pour les paysans. Et ce qui s'est avéré vrai. Ils ont donc mené cette lutte et puis voilà, dans les années 90 naît aussi l'idée d'avoir des droits reconnus. Ça part de l'Indonésie, puis ça va s'étendre ensuite via la Via Campesina, à travers la Via Campesina à la région d'Asie du Sud-Est, et puis au mouvement entier. Donc, fin des années 90, la Via Campesina se dit, oui, les droits humains, ça peut être un outil politique un peu intéressant pour nous. On devrait s'emparer de cette question. Et donc, ils le font de plusieurs façons. C'est qu'ils vont, au début des années 2000, commencer à recenser les violations des droits que subissent les paysans à travers le monde. Donc, pour voir c'est quoi l'état de leurs droits à travers le monde. Et puis, ce qu'ils vont faire, quelque chose de vraiment qui plus tard donnera la déclaration, ils vont faire un processus
d'écriture collective de leurs propres droits. Dire qu'ils ne vont pas attendre des États qui disent ah bah ça serait bien de vous donner ci ou ça. Pas du tout. Ils vont dire nous, on sait quels droits sont violés, on sait de quoi on a besoin pour être paysan, on sait c'est quoi nos problématiques, donc on va décider de nous-mêmes quels sont les droits qu'on voudrait que les États nous reconnaissent. Donc ça, c'est un long processus qui aboutira entre 2008 et 2009 où la Via Campesina adoptera sa propre déclaration. Et en parallèle de ce processus de recensement et, et d'écriture collective, la Via Campesina va se rapprocher d'organisations qui ont l'habitude de travailler avec l'ONU. Et il y aura deux organisations qui resteront à leur côté et en soutien depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Il y a le CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, et FIAD International. Et je pourrais aussi vous partager leur site internet. Et c'est avec eux aussi qu'on travaille sur le site internet. Et avec ces organisations, petit à petit, la Via Campesina va commencer à mettre les pieds dans l'ONU. Et plus spécifiquement, il y a un organe de l'ONU qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme, qui est donc dédié aux droits de l'homme. Dans ce conseil siègent 47 États qui sont élus par tous les États membres de l'ONU et qui travaillent sur la déclaration. Je vous le fais un peu rapidement, mais donc, au fur et à mesure, ils vont réussir à toquer à des portes de personnes qui travaillent à l'ONU. Notamment, il y a un rapporteur spécial au droit à l'alimentation. Il y a 2 rapporteurs spéciaux dans les années 2000, de 2000 à 2010, Jean Ziegler et Olivier Schutter, qui vont être des grands alliés, qui vont en fait écrire des rapports en disant que le droit à l'alimentation, c'est un problème pour les paysans, que si les paysans n'ont pas de terre, alors tout le monde souffre dans son droit à l'alimentation, etc. Et ensuite, il va y avoir des études commandées par le Conseil des droits de l'homme parce que cette question est montée assez décisive sur la question, une sur la discrimination dans le droit à l'alimentation. La conclusion de cette étude, c'est que paradoxalement, les personnes qui souffrent le plus de la faim à travers le monde sont les personnes qui produisent l'alimentation. C'est les personnes qui vivent en zone rurale, c'est les tout petits producteurs qui sont vraiment les premiers touchés, les premières, parce que encore plus les femmes que les hommes, par la faim à travers le monde. Et de dire, voilà, c'est la population qui souffre le plus de discrimination dans l'alimentation. Il faut donc les protéger spécifiquement. Et là, le Conseil des droits de l'homme, qui aura donc bien écouté, va dire, très bien, lançons une première étude sur donner des droits aux paysans, paysannes et aux travailleurs ruraux. Et cette étude, quand elle sort, elle est faite par le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. À la fin de cette étude est joint la proposition de déclaration de la Via Campesina. Donc vous voyez vraiment, dès le début, c'est un processus qui naît de la base des paysans, c'est eux qui ont décidé, c'est la base de cette déclaration qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment les droits qu'ont voulu avoir les paysans et les paysannes. Et ensuite, en 2012, on a une résolution du Conseil des droits de l'homme qui va donner mandat aux États pour créer un groupe intergouvernemental de négociation pour avoir une déclaration sur les droits des paysans, des paysannes, des travailleurs et des travailleuses en zone rurale. Et entre 2012 et 2018, on aura 5 semaines de négociation, donc 5 rounds, on va dire, 5 tours de négociation, où à chaque fois, entre chaque semaine de négociation, il y aura des réécritures, il y aura des rencontres, il y aura des tractations, etc. Donc c'est des choses, par exemple, Geneviève a participé en tant que représentante de l'Europe à ces négociations. Et ce qui est important de savoir, c'est que pendant ces négociations, les paysans, avec la Via Campesina, étaient présents dans la salle. Donc vraiment, avaient le droit de parole, ont bien usé de ce droit. Ils ont fait des commentaires à chaque fois sur chaque droit pour aller vraiment à la lutte, à la bataille, pour obtenir un droit le plus proche de ce qu'ils demandaient au début. Et donc, au bout de 5 ans, qui ont été relativement mouvementés quand même, hein, il y a eu des hauts, des bas, des bonnes versions, des moins bonnes versions de cette déclaration au fur et à mesure de ces 5 ans. Il y a une version finale qui est faite en 2018. Elle sera votée et adoptée
au sein du Conseil des droits de l'homme en septembre 2018, donc c'est la première étape officielle, et enfin elle est adoptée le 17 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et je vais vous montrer pour conclure sur cette partie historique, je vais vous partager mon écran. Donc si ça vous intéresse, et j'espère que c'est le cas. Ah, non. Alors, le problème c'est que, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On a sur le site dont je suis l'éditrice, on a créé une frise chronologique qui reprend toutes les étapes que je vous ai décrites et même plus. Et quand vous cliquez sur tous les petits plus que j'espère vous voyez à l'écran, vous avez même plus d'informations. Et donc, voilà, le 17 décembre, adoption de la déclaration par l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a 121 États qui ont voté pour, 8 qui ont voté contre et 54 qui se sont abstenus. Et c'est peut-être intéressant maintenant que je vous dise un petit peu comment ça s'est passé pour la France pendant ce processus-là, puisque nous sommes en France. La France et les pays membres de l'Union européenne ont commencé ces négociations d'abord en étant très opposés, en faisant beaucoup d'obstructions, en votant contre le renouvellement du mandat du groupe de travail intergouvernemental de négociation. Et au fur et à mesure, grâce notamment à vraiment un travail de plaidoyer acharné, on est passé d'être contre à l'abstention. Donc, à l'Assemblée générale des Nations unies, la France, par exemple, s'est abstenue. Et aussi, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que il n'y ait plus un seul bloc avec tous les États membres de l'Union européenne. On a quelques États qui ont voté pour, notamment le Portugal, par exemple, pour vous en donner un de mémoire. Malheureusement, ça a aussi fait que certains États ont voté contre. Et dans les 8 États qui ont voté contre, on retrouve les coupables habituels, les États-Unis, la Grande-Bretagne, enfin, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, des bons gros pays bien capitalistes qui ont du mal à accorder des droits aux paysans. Alors, dernière chose, si ça vous intéresse la partie plus juridique, c'est ce que je vous ai raconté au début, je pourrais aussi vous dire, il y a une fiche de présentation de la déclaration. Et alors, pourquoi est-ce que les grands pays capitalistes n'ont pas voulu voter pour cette déclaration? Eh bien parce que c'est une déclaration avec des droits très très forts, très ambitieux. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que si tous les droits de cette déclaration étaient appliqués à la lettre, le capitalisme en prendrait un bon gros coup, notamment tout ce qui concerne la propriété privée capitaliste, ce serait un peu malmené. Alors, la première chose à vous dire sur cette déclaration, sur ces articles, c'est donc le premier article, c'est une définition des paysans et des autres personnes travaillant en zone rurale. Ça, c'est important parce qu'on ne voudrait pas que les gros agriculteurs industriels voués à l'exportation, à l'agribusiness, puissent se prévaloir de cette déclaration. Donc là, vraiment, la déclaration, elle vise les petits producteurs, les producteurs plutôt sur des fermes familiales. Et il y a un critère aussi qui est important, qui est mis en avant dans cette définition, c'est que c'est des personnes qui ont un rapport spécifique à la terre, à l'environnement naturel dans lequel ils se trouvent. Donc ça, c'est bien spécifié dans l'article 1. Et puis aussi, ça couvre tous les travailleurs ruraux, hein, c'est important de dire ça. On pense souvent aux paysans, on pense à cette image voilà, de paysans sur leur ferme, etc. Mais il y a aussi les travailleurs, que ce soit les travailleurs salariés sur les fermes, mais aussi les travailleurs dans les chaînes agroalimentaires. Et puis aussi assez spécifiquement, les travailleurs migrants qui sont couverts par cette déclaration, peu importe leur statut légal. C'est important parce que eux, ils ont vraiment
des violations de droits spécifiques et particulièrement systémiques. Et on a aussi toutes les personnes qui font de l'artisanat lié à l'agriculture, les pêcheurs, les peuples autochtones, les nomades. Voilà, c'est tous les petits producteurs d'aliments qui vont avoir un rapport spécifique à l'alimentation, qui veulent nourrir leur communauté et qui ont un rapport très fort à leur outil de production, à la terre, justement. Voilà, la deuxième chose à dire, c'est qu'il y a des obligations pour les États. Donc ça, c'est l'article 2 qui donne des obligations générales, avec vraiment aussi dans cet article 2, ce qu'on peut dire, ce qui est rappelé, c'est que les droits humains sont normalement en droit international supérieurs à tous les autres droits. Donc il est rappelé aux États l'obligation qu'ils ont de mettre en cohérence leurs accords internationaux et notamment leur accord de commerce avec les droits des paysans. Normalement, ces accords-là doivent respecter les droits des paysans. Donc ça, c'est une bataille que nous n'avons pas encore tout à fait gagnée. Et puis ensuite, ce qu'on peut dire sur ce contenu, c'est qu'il y a dedans, comme vous pouvez le voir, il y a des droits qui étaient déjà reconnus de manière générale, par exemple dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques, économiques, sociaux et culturels. Par exemple, le droit à la vie, le droit de penser, le droit d'opinion, d'expression, la liberté d'association. Mais tous ces droits, ils ont vraiment été réécrits à l'aune, à la lumière spécifique des situations spécifiques des paysans, paysannes et des travailleurs, travailleuses. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on pourrait appeler des droits nouveaux, même s'ils sont tout de même véritablement ancrés et liés à des droits humains qui existaient déjà. Et ces droits nouveaux, nous, souvent, on les appelle les droits phares. C'est ceux pour lesquels on s'est le plus battu, la Via Campesina s'est le plus battu, qui ont vraiment été négociés pied à pied. Je peux vous en citer quelques-uns, notamment le droit à la terre, qui va reconnaître le droit à la terre et aux ressources naturelles pour les paysans, le fait qu'ils ont droit à la terre, à l'eau, etc. Ça, c'est vraiment un droit qui est très important, qui reconnaît aussi la fonction sociale de la terre, qui reconnaît les différents modes de sécurisation juridique, les coutumes aussi, les façons les communs, etc. Donc c'est vraiment c'est un droit qui permet aussi d'ouvrir la terre à d'autres choses qu'à la propriété privée, de remettre aussi un peu en question cette propriété privée de la terre. Autre droit, donc ça c'est l'article 19, autre droit assez phare et vraiment très important, et je suis sûre vous touchera tous beaucoup, c'est le droit aux semences, le droit de dire que les paysans ont le droit de choisir leurs semences, qu'ils ont le droit de semer ce qu'ils veulent, qu'ils ont le droit de reproduire leurs semences, qu'ils ont le droit d'échanger leurs semences, qu'ils ont le droit de vendre leurs semences. Donc ça, c'est vraiment pas du tout le logiciel actuel au niveau international. C'est pas du tout ça qui est promu, c'est pas le droit qui est le plus appliqué. Donc ça, c'est un droit aussi pour lequel il appelle beaucoup se battre. Ensuite, on peut parler du droit alors là, il s'appelle droit à un salaire équitable, à une vie décente et aux moyens de production. Donc vraiment de dire que les États doivent fournir des moyens de production aux paysans, ils doivent faciliter leur accès à ces moyens de production, mais qu'ils doivent aussi favoriser, par exemple, le commerce de proximité, pas du tout être dans une logique d'internationalisation, de marché, etc. Donc, vraiment casser cette logique-là. Est-ce que j'ai encore le temps? Ça va, je suis bien au niveau temps. J'ai l'impression de parler très vite. Okay. Un autre droit qui est très important et dans lequel il y a un objet politique très important pour la Via Campesina, c'est le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire, c'est l'article 15. Le droit à l'alimentation existait déjà en droit international, mais ce qui est très intéressant dans cet article 15, c'est la reconnaissance de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit à l'alimentation, une alimentation qui soit aussi culturellement appropriée, et surtout le droit pour les populations de définir leur système alimentaire et agricole. Donc vraiment de sortir d'une logique le droit à l'alimentation, c'est vous avez le droit de ne pas avoir faim. Donc je peux vous fournir de l'alimentation et ça suffit. C'est dans l'autre sens de dire l'alimentation et l'agriculture, c'est une question politique qui doit être décidée par toutes les populations.
Et il faut remettre au cœur les mangeurs et les producteurs d'aliments. Donc ça, c'est vraiment un concept politique qui est au cœur des luttes de la Via Campesina. Et donc ça a été une vraie victoire que ce soit écrit en ces mots-là, souveraineté alimentaire, et que soit repris ce concept-là dans la déclaration. Et je peux aussi noter intéressant, droit à l'environnement, droit à la biodiversité. On sait tous où est-ce qu'on en est actuellement en termes de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de l'importance d'avoir une agriculture qui prend soin de cette biodiversité, qui va reconstruire, construire la biodiversité, de redire le rôle, l'importance de la paysannerie dans ce secteur-là, parce que les petits paysans, c'est des producteurs qui ont une capacité à préserver et générer de la biodiversité, contrairement à l'agriculture industrielle qui va, elle, au contraire, réduire à néant cette biodiversité, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi autour d'elle. Donc, important. Et peut-être, dernière chose que j'aimerais bien dire, aussi sur le fait qu'il y a un article un peu plus spécifique aux travailleurs agricoles, qui est le droit à la sécurité et à la santé au travail. Et vraiment qui a un droit important parce que il vient protéger les travailleurs face aux risques euh, que peuvent subir les travailleurs dans le milieu agricole, notamment des risques de santé par rapport à tout ce qui va être l'utilisation de pesticides, de produits chimiques, etc., mais aussi sur les cadences, sur la sécurité. Donc ça, je pense que c'est important aussi de dire que cette partie travailleur est prise en compte et qu'ils ont leur place dans cette déclaration et qu'ils ont des droits à revendiquer et qui doivent être protégés. Et voilà, je vous montre quelques petites autres choses maintenant. Toujours Donc c'est cette affiche qui est très très belle, elle a été faite par Fian Belgique. Vous pouvez la commander, vous pouvez la dupliquer, vous pouvez la faire circuler autant que possible. C'est un moyen de faire connaître la déclaration. Ensuite, euh, la déclaration, il y a donc les versions officielles dans les 6 langues de l'ONU, celles que vous voyez là. Et puis, il y a la Via Campesina qui a développé une version illustrée. Là, c'est toutes les versions qu'on a dans plein de langues, mais je peux vous la montrer rapidement. Voilà, ici. Est-ce que vous la voyez là ou vous voyez toujours avant? On va toujours Bref, avant. ouais, parce que je ne vous ai pas partagé cet écran-là. Je vais revenir dessus, je vais vous la montrer comme ça. Je vais arrêter mon partage. Bref, il y a une version illustrée que vous pouvez télécharger qui est super. Vraiment, je vous invite à aller lire la déclaration. C'est pas du tout difficile à lire. Enfin, et je dis pas ça parce que moi, je suis formée pour la lire. Mais vraiment, comme c'est une déclaration qui est vraiment issue des paysans, on peut encore sentir complètement le fait que ça vient de là. Donc, c'est fait pour eux. C'est détaillé à chaque fois. Il y a un droit, les obligations des États détaillées sur la question. Et puis aussi vous dire qu'il y a des fiches de formation sur les droits qui existent. Voilà, si vous avez envie d'aller en creuser certains, c'est à disposition, tout est libre. De toute façon, tout est sur le site internet. Le but de ce site internet, c'était de mettre ensemble tout ce qu'on a produit, tout le savoir qu'on a, toutes les expériences à travers le monde sur la déclaration. Et je vais maintenant arrêter de parler et arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, Pauline. Et du coup, je voulais demander s'il y avait un peu des questions sur ce que tu viens de dire. S'il y a des personnes qui ont... ou est-ce que ça fait écho à des choses que... des situations que vous avez... Enfin, je sais pas, des situations de paysans que vous avez vues dans vos AMAP, par exemple, ou est-ce que ça vous fait penser à des choses? Ou est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez éclaircir peut-être aussi? Ou tout était clair? Bonne question. Ça a l'air d'aller. Alors, Ah, attends, il y a une question. Du coup, est-ce que tous les paysans sont informés de l'existence de ces droits dans le euh, cadre de Marianne? oui, j'ai vu. Alors, je pense pas. Parce que tous les paysans, ça fait, je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes, voire même des milliards de personnes.
Mais il y a un travail sur... C'est peut-être quelque chose que j'aurais pu préciser, c'est que en 2018, quand il y a eu l'adoption de la déclaration, c'était un vrai moment de célébration, une victoire, et je pense que Geneviève et Olivier pourront en témoigner. Mais aussi, voilà, une fois que c'était bien célébré, il y a tout de suite su que la lutte continuait, qu'on rentrait dans une nouvelle étape qui va durer encore plus longtemps que les 20 ans, qui est bah, maintenant la mise en œuvre de ces droits. Et la première étape, c'est bien sûr l'information auprès des personnes concernées, des détenteurs et détentrices de droits. Et donc, ce site internet, c'est un des outils pour faire circuler l'information. Et bien évidemment, la Via Campesina et tous les membres de la Via Campesina sont au courant. Et peut-être juste pour préciser, la Via Campesina, c'est un peu plus de 180 organisations dans 82 pays. Et ça représente à peu près 850 millions de personnes. Je ne pense pas que les 850 millions sont au courant, mais j'espère que toutes les personnes qui sont dans les 180 organisations sont au courant, ou au moins que les 180 organisations sont au courant. Mais je pense que c'est le cas. Et ok. Et quel soutien des syndicats, du coup, je lis la suite de la question. Alors, quels syndicats? Parce que du coup, la Via Campesina, c'est des syndicats. Par exemple, en France, c'est la Confédération paysanne et le MODEF. Il y a 2 syndicats, voilà. Et du coup, les organisations paysannes, c'est des syndicats. Voilà. C'est un syndicat de syndicats, un regroupement. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Oui, et une question, Nathalie. Alors, attends, est-ce que ton micro est éteint? Ouais, super. Voir, c'est donc depuis 2018, depuis 6 ans, s'il y avait des choses qui étaient en train d'évoluer favorablement, enfin, si c'était concrètement, qu'est-ce que ça a amené quoi, au monde paysan? Je veux bien essayer de répondre. Vas-y. D'abord, dire merci à Colline, parce que Colline est quand même une cheville ouvrière de ce site, et c'est grâce à elle qu'on est arrivé à monter ce site à Geneviève et à un certain nombre de paysans dans le monde. Et maintenant, ce site va être un outil auquel vous allez pouvoir participer, amener votre contribution. Et maintenant, à la question qui était qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 ans? Exactement 5 ans et une poussière. Euh, eh ben, je crois que Geneviève va vous le raconter, parce qu'en fait, c'est l'objet de sa nomination en tant qu'expert à l'ONU. C'est-à-dire que depuis 2018, on a essayé de faire un peu de bruit, de faire connaître aux paysans ce qu'on avait gagné. Entre autres, on peut vous raconter qu'on a fait une caravane, qu'on a fait des lieux de débat, pas mal de choses de ce type-là. Mais parallèlement, au niveau international, on a continué à revendiquer des moyens pour appliquer ce droit et le mettre en action. Et c'est ce que Geneviève va vous raconter. Super, merci Olivier pour la parfaite transition, du coup. Je te laisse la parole, Geneviève, pour la suite. Voilà, je vais vous raconter une partie de la suite parce que des événements depuis depuis l'adoption de cette déclaration en 2018. Alors évidemment, dans tous les pays, se fait de la diffusion, se fait l'utilisation de la déclaration dans différents combats, on pourra en parler après, mais auprès de l'ONU, donc auprès du Conseil des droits de l'homme, le processus a continué pour avoir un instrument de mise en œuvre qui s'appelle une procédure spéciale. Alors c'est quelque chose qui existe, qui permet d'avoir un rapporteur spécial ou un groupe de travail qui va être chargé de faciliter la mise en œuvre d'un droit particulier ou des droits dans un pays particulier avec quelques moyens de l'ONU. Donc ça a été aussi là une bagarre des collègues, enfin de la Via Campesina avec d'autres partenaires pour qu'il y ait une résolution qui donne naissance à ce groupe de travail, qui mette en place des moyens. Et depuis octobre 2023, il a été décidé donc d'avoir ce groupe de travail. 5 personnes
Donc, il y a eu un appel, ce qu'on peut appeler une sorte d'appel d'offres, quoi, pour chercher des représentants, des représentantes dans ce groupe de travail. La Via Campesina souhaitait qu'il y ait beaucoup de paysans et de paysannes qui puissent être représentés, en tout cas plusieurs, et on nous a encouragés à postuler. Et puis, ce qui a été fait, et donc, bon, personnellement, j'étais, en représentant les différentes parties du monde, enfin, en étant issu des différentes parties du monde, et au final, donc, en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, j'ai été nommé membre de ce groupe de travail. Donc, il comprend 5 personnes. Rapidement, donc pour vous donner un peu le genre de personnes qui travaillent, enfin qui sont engagées, il y a pour l'Europe de l'Est, c'est un juriste, professeur de droit et qui connaît très bien tout ce qui est constitution, les lois des pays. Pour l'Amérique, l'Amérique latine, c'est un professeur d'anthropologie, donc colombien. Nous avons une personne qui était directrice d'ONG Nord-Sud, issue de l'Inde pour l'Asie. Et puis enfin, pour l'Afrique, c'est une personne du Nigeria qui est juriste et qui travaille aux États-Unis actuellement. Donc on est 5 personnes. Notre mandat, donc, qui est bien précisé, dans le cadre de ces procédures spéciales, c'est déjà de mettre en œuvre et de faciliter donc la diffusion et l'information sur l'existence de cette déclaration et d'en faciliter la mise en œuvre, de repérer les bons exemples et de les faire connaître, donc et d'identifier également les manques. Et puis enfin, d'apporter un soutien technique aux pays ou aux entités, aux groupes qui souhaitent mettre en œuvre des lois ou des règlements, des actions positives dans le sens des paysans. C'est énorme, c'est un gros mandat. Et bon, il se trouve aussi que l'ONU a actuellement des problèmes de finances et de financement. Donc, pour le moment, on n'a pas les moyens qui devaient nous être alloués. Donc, on est 5 personnes et on doit avoir 3 personnes salariées qui travaillent pour nous. Actuellement, on en a un demi. Enfin, donc, ce qui fait que on n'est pas encore en pleine capacité, mais on espère que ça peut s'arranger avec les moyens de l'ONU et puis aussi avec une recherche de fonds qu'on va pouvoir compléter. Donc le but, c'est d'arriver donc à faire cette promotion, meilleure connaissance, mais aussi à apporter du soutien dans des cas particuliers. Alors les moyens dont on dispose, dans notre mandat, on doit faire des rapports. Donc un rapport au Conseil des droits de l'homme et un rapport à l'Assemblée générale par an. Donc un thème qui va être à déterminer. Cette année, on a fait un rapport assez simple, plutôt de prospective, dire voilà comment on envisage notre mandat, voilà ce qu'on veut faire, comment on va travailler. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et dans l'avenir, on va voir quels sont les thèmes les plus pertinents de façon à éclairer des aspects des droits des paysans ou qui peuvent être utiles aux différents États. Donc, comme l'a dit Colline, au Conseil des droits de l'homme, donc à Genève, sont responsables 47 pays. Mais l'ensemble des pays de l'ONU sont présents pour un certain nombre de travaux, puisque tous les membres de l'ONU sont aussi concernés par les droits humains et peuvent y contribuer. Donc notre première idée, ça va être de donner une visibilité donc à ces droits, à cette déclaration, et en même temps en mettant en avant l'aspect positif. Comment est-ce que cette déclaration peut aider aussi des États, des pays à défendre leur paysannerie, à la soutenir, et avec les effets positifs que nous connaissons, c'est la question de l'environnement. Bon, pour nous, et on va aussi chercher peut-être des rapports qui vont dans ce sens-là, mais l'agriculture paysanne, l'agroécologie paysanne, c'est une agriculture qui permet de protéger la planète, inversement, contrairement à une agriculture industrielle qui utilise beaucoup de produits chimiques. Donc, on va essayer de faire d'abord cette promotion-là,
à travers nos rapports et voir quels sont des rapports qu'on va choisir. Là, on doit avoir une réunion dans 15 jours à Genève. Ce sera notre session de travail. Et pour réfléchir quel va être notre premier rapport en 2025, nos premiers rapports, pour être le plus ciblé possible. Comme moyen, on a également les visites de pays. Donc théoriquement, on a 2 visites de pays prévues par an dans lesquelles on rencontre les partenaires, on rencontre les États, hein, qui sont quand même les premiers interlocuteurs, enfin pas les premiers interlocuteurs, mais c'est les interlocuteurs auprès duquel on peut apporter une plus-value. Comme les paysans dans leurs organisations se battent et sont souvent face à des États qui ne veulent pas les entendre. Là, on est dans le monde, on rentre dans le monde diplomatique. On est considéré comme des personnes, tous les rapporteurs spéciaux, les groupes de travail, qui apportons de la substance à ces droits humains et qui devront être pris en considération. Donc, on a ces visites de pays. Là aussi, on n'a pas encore commencé à faire des visites et on doit voir en 2025 où on va aller. Il faut être invité par le pays. Enfin, il faut d'ailleurs que le pays soit d'accord, hein. On ne va pas le visiter à l'insu de son plein gré. Et puis, on a également alors quelque chose qui s'appelle les communications, donc qui est un outil où des personnes affectées ou des groupes affectés peuvent s'adresser donc aux rapporteurs spéciaux de façon à présenter leur cas et en demandant que le rapporteur ou le groupe intervienne auprès de la personne ou de l'État ou de l'entité qui leur fait du tort. Alors que ce soit des États, mais aussi des entreprises privées qui peuvent faire des accaparements de terre ou ne pas respecter des territoires ou s'attaquer à des personnes concrètement. Ou alors, on peut avoir aussi le cas de pays qui doivent mettre en place une loi agraire et un groupe va nous interpeller pour dire dans cette loi, on pense que les paysans ne sont pas considérés à leur juste place, ça va leur nuire. Voilà, on est censé s'adresser donc à l'entité qui crée le tort ou qui est supposée créer le tort et au bout d'un certain délai, on peut faire une communication publique sur soit ce qu'on nous a dit, soit ce qu'on en sait, etc. Donc ça, c'est aussi un outil, mais qui est plus sur des cas particuliers. Des cas particuliers. Ce qui est important de voir, c'est que le sujet est énorme. Comme l'a dit Colline, la définition des paysans, elle est très vaste. Elle a été voulue comme ça parce que ça correspond à la réalité du monde, qu'il y a des tas de cas différents. Il y a des pays où les paysans sont juste sont et n'ont pas de statut légal. Ils n'ont aucun droit. Si un projet arrive, ils n'ont rien pour dire, pour prouver ou pour être respectés dans leur travail. Il y a des pays où il y a une définition comme les pays européens où c'est plutôt une définition professionnelle. Hein, pour être agriculteur, il faut être inscrit à la MSA, donc avoir plus de X hectares. Sinon, vous pouvez être à la limite cotisant solidaire ou à la limite rien du tout. Donc le statut, c'est aussi quelque chose d'important et être reconnu quel que soit le statut, c'est aussi important dans le cadre de la lutte contre la faim, contre la pauvreté et pour la production alimentaire. C'est pour ça que donc la définition est très vaste. Et outre le fait qu'on a une relation particulière avec la terre et les ressources naturelles, on a aussi une dépendance particulière avec ces éléments qui fait que être paysan, c'est aussi être dépendant des ressources qu'on a pour se nourrir et nourrir la famille et avoir aussi un peu d'argent, comme tout le monde a besoin d'argent dans sa situation. Et c'est comme ça que ça touche aussi des pêcheurs, des pastoralistes, des sans-terre ou des travailleurs ruraux qui peuvent être travailleurs par moment et puis aussi pêcheurs à la belle saison et aussi producteurs agricoles à d'autres saisons, qui correspond à la réalité des cas. Avec ça, c'est
un petit peu une interprétation de notre groupe de travail, c'est de se baser sur interprétation par les paysans et les paysannes elles-mêmes, c'est de dire, voilà, nous, on se considère comme paysans. Bon, on est petit. Évidemment, en lien avec la définition, on est un petit producteur, on dépend de notre terre pour vivre, c'est la famille qui travaille, etc. Mais ça, c'est certainement aussi des choses à creuser pour que dans tous les pays, les paysans, les paysannes soient considérés, puissent être pris en compte dans les lois, dans les règlements et dans l'application des lois existantes. Donc, actuellement, ce qu'on a fait, c'est, en vue de cette réunion qu'on va avoir à la fin du mois, c'est aussi un appel à contribution, hein, qui est sur notre site. Alors, moi, je vais essayer de voir si j'arrive à coller le site particulier de notre groupe de travail. Donc, vous allez voir que par rapport au site que gère Colline, il est tout petit, il est tout maigre. On vient juste de commencer. Et c'est tout, on travaille avec un cadre assez officiel, on n'écrit pas n'importe quoi. Ce qui va sur ce site, c'est du certifié venant du groupe. Et puis, voilà, on a certaines règles du jeu de façon à, bon, à correspondre aux règlements de l'ONU et qui nous sont imposés. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce travail? Donc, peut-être rappeler aussi que je pense que c'est assez énorme d'avoir cet outil. C'est un levier, c'est-à-dire c'est un début, c'est pas une fin. C'est vraiment le fait de reconnaître les paysans, alors qu'en général, dans le monde mercantile et dans lequel on est reconnu par rapport à une profession, par rapport à des cotisations, un statut, c'est le début d'une reconnaissance, c'est l'application des reconnaissances des droits humains universels aux paysans. Les nombres, on parle peut-être 600 millions de fermes, de fermes agricoles, mais ça correspond peut-être à 2 milliards d'humains, si on compte les familles, ceux qui en dépendent, ceux qui sont liés au travail agricole ou aux travaux qui y sont liés. Donc c'est vraiment un sujet très vaste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre ce que fait chacun, ce que fait chaque groupe, chaque organisation, chaque ONG, ça permet de construire du droit international. On a cet outil, c'est un outil, mais c'est pas ce qui va être utilisé comme une base dans un procès ou comme une référence dans un texte, ou simplement faire l'objet d'un article dans une feuille de chou d'une organisation paysanne locale. Ça lui donne du corps et petit à petit, ça va permettre de, de défendre des gens qui en ont particulièrement besoin. Euh, je sais il y a des pays, l'Amérique latine, ils sont allés très vite à le diffuser parce que c'est un outil de base face à tous les accaparements de terre, les problèmes fonciers, les assassinats de paysans et de militants. Euh, c'est un outil de plus, enfin un petit outil de plus dans une situation qui est difficile. Voilà. Alors peut-être pour éclairer, on peut dire que dans les autres mandats, dans les autres rapporteurs spéciaux, on a le rapporteur au droit à l'alimentation, qu'a mentionné Colline, qui a été Jean Ziegler au début, puis Olivier Schutter, après Hilal Elver, et maintenant c'est Michael Fakhri, donc qui va mettre son rapport, qui va présenter à l'Assemblée générale là, le 18, sur l'utilisation de la famine comme arme de guerre avec la situation de Gaza. Donc, vous voyez comment ça peut être des outils aussi pour améliorer l'état de la planète et voilà, une contribution à ce qui se passe. Il y a une rapporteure spéciale au droit au climat, enfin en droit humain et changement climatique, donc qui va être présente justement en Colombie là dans quelques jours, le 16, je crois, ça commence. Il y a la COP 16, ouais, non, pardon, le COP 16
non, c'est pas maintenant, c'est après, pardon, qui va avoir lieu en Colombie et pour lequel c'est très important aussi de contrer un peu une menace qui arrive, qui est nouvelle, c'est l'accaparement des terres pour des raisons vertueuses de compensation de projets climaticides en Europe ou dans le reste du monde. Donc là aussi, on voit que les paysans, les paysannes, face à un certain nombre de menaces, ont aussi besoin d'être défendus, y compris dans des développements nouveaux de des politiques internationales et des projets internationaux. Voilà, c'est un peu à ce niveau-là que on peut intervenir d'un point de vue assez général et puis d'un point de vue plus précis sur une situation locale, une loi nouvelle qui va se mettre en place. Et j'espère qu'on aura à étudier, par exemple, des politiques européennes pour voir comment est-ce qu'elles respectent les paysans les plus modestes. Euh, il y a plein de cas après dans ma vie militante où j'ai vu qu'en fait on ne s'occupait pas des petits paysans quoi. C'était euh, c'était bon ben on les oublie quoi. Enfin on se focalise sur les plus grands, mais on s'intéresse pas aux petits. Voilà. Donc je suis allée peut-être très vite pour présenter ce mandat. C'est un mandat, je dirais, complémentaire, mais qui va permettre de s'adresser aux États et de faire un peu caisse de résonance aussi par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain et de lui donner une forme audible, visible par les États et d'essayer de les faire prendre mieux conscience de ce qui se passe sur le terrain et comment mieux aider les paysannes et les paysans en, en espérant arriver à convaincre que c'est utile pour tout le monde et pas seulement pour les producteurs et les productrices, mais pour tout le monde, pour les citoyens et les citoyennes. Voilà. Pareil, je peux répondre à quelques Merci questions beaucoup, ouais. et puis voilà. Je Est-ce qu'il y remets. a, est-ce qu'il y a des questions un petit peu autour de ce qui vient d'être dit, sur l'application et la mise en œuvre, peut-être aussi, et de la déclaration des droits des paysans et paysannes? Je pense qu'on pourra inviter quand il y aura. C'est une idée aussi un petit peu d'essayer pour lui donner de la vitalité, c'est d'arriver un jour à inviter des gens à Genève quand il y a de faire un événement public, puisqu'il y a des paysans, des paysannes. Vous êtes Rhône-Alpes, c'est pas trop loin, donc ça peut être aussi une façon de se vitaliser avec un échange Mm, mm. expert des paysans et citoyens. C'est des choses auxquelles on peut assister, enfin, comment on fait pour y assister? Alors, bon, on peut toujours faire des manifestations dehors, des événements dehors, mais pour être à l'intérieur, il faut être invité par une organisation qui a un mandat. Donc D'accord. là, faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais Colline, elle sait peut-être un peu mieux là sur. Il y a des organisations qui ont un statut dans les instances onusiennes et ils peuvent favoriser un Ok, mandat. ok, ça marche. Et je pense que ce que je dis Geneviève aussi, c'est, et ça c'est peut-être un truc à faire passer au sein enfin, pour tous les paysans, que toujours à la recherche d'avoir des paysans qui viennent témoigner aussi pendant les moments où les experts sont là, qui viennent donner enfin, voilà, dire comment ça se passe pour eux, de quoi ils ont besoin, c'est quoi les droits qui sont violés. Et c'est vrai que comme vous êtes en Rhône-Alpes et que tout se passe à Genève, vous êtes particulièrement pas très loin et avez moins d'excuses pour... et par ailleurs, donc juste pour expliquer techniquement, c'est que il faut avoir un statut spécifique, être agréé par le Conseil économique, enfin bref, par un organe de l'ONU pour avoir le droit de parler en tant qu'ONG. Il y a du temps de parole qui est réservé pour les ONG au Conseil des droits de l'homme. Et c'est aussi pour ça que je vous racontais que la Via Campesina, donc la Via Campesina, elle a pas de statut auprès de l'ONU, donc elle passe toujours
par des ONG alliées, amies, qui sont donc le CETIM et FIAN. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette relation avec qui en fait inscrivent des paysans pour qu'ils puissent littéralement rentrer dans le bâtiment de l'ONU. Parce qu'il faut rentrer pour pouvoir parler. Ah, ok. Ok, ça marche. Juste, je voulais poser une question par rapport à concrètement, à quel moment ça a servi? Euh, un cas concret où les choses ont reposé sur cette déclaration. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'en France on peut en avoir l'utilité? Par exemple, je sais pas, sur n'importe quoi, sur de l'expropriation pour une autoroute, pour une machin. Est-ce que cette déclaration elle est utile en Cisjordanie pour l'expropriation des paysans palestiniens par les Israéliens? Concrètement, hein, où est-ce qu'elle sert? Je vais donner un exemple. Je crois que c'est au Honduras qu'elle a été utilisée pour empêcher la question sur les semences, enfin d'intégrer l'obligation d'avoir comment on appelle ça, de reconnaître de reconnaître les droits de propriété intellectuelle sur les semences et du coup le droit aux semences a été utilisé dans ce cas-là. En France, et je pense que là c'est pareil, c'est Olivier. Olivier va peut-être rentrer plus dans ces détails-là, Olivier Keller, sur comment ça peut être utilisé comme pour créer du droit dans le cadre d'un procès. Ce sera un des éléments, enfin dans un procès ou dans un litige, mais ce sera un élément du dossier. Hein. Ce ne sera pas le dossier. Enfin voilà, c'est un élément du dossier. Oui, peut-être juste avant, pour repréciser, hein, c'est ce que j'essayais de dire au début. Oula, bien sûr. Que on peut pas aller devant un tribunal et dire, voilà, il y a écrit dans la déclaration que j'ai un droit à la terre, par exemple, et que je dois être protégée. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un traité, c'est pas une convention, mais de toute façon, même les traités, les conventions et les tribunaux, souvent, ils s'en fichent. Mais par contre, ça peut être utilisé, par exemple, devant un tribunal pour dire il faut interpréter le droit à la lumière de la déclaration. Voilà, s'il y a le droit foncier, maintenant, il faut le lire à la lumière de cette déclaration. Et donc, il y a le cas que présentait Geneviève sur le Honduras, où c'est la Cour suprême qui a déclaré, qui s'est fondée en partie sur l'article 19 sur les droits aux semences pour déclarer inconstitutionnelle une loi dite Monsanto. Et on a d'autres exemples. Voilà, par exemple, au Canada, il y a eu une décision de justice sur les travailleurs agricoles et les juges ont cité explicitement, vraiment, ont cité la déclaration pour dire il y a une déclaration au niveau international sur les droits des travailleurs et qui les montre comme étant particulièrement vulnérables, particulièrement discriminés. Donc, il faut spécifiquement les prendre en compte et dire, bah voilà, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la discrimination contre les travailleurs ruraux. Donc, c'est pas possible. C'est un autre exemple. Mais je pense que, en effet, Olivier est bien placé pour en parler pour la France. Ça marche. Et bah, du coup, Olivier, si tu veux prendre la parole pour parler aussi d'un cas concret et d'un moment où ça a pu s'appliquer. Oui, oui, je vais essayer, mais ça va pas être facile. Mais je vais compléter ce qui a été dit dans le même sens. D'abord, comme l'a dit Colline, euh, ça n'est pas un droit, mais ça peut devenir un droit. Et moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que dans notre vie de militant, avec Geneviève particulièrement, on a créé du droit quelquefois dans l'histoire. Donc, ça veut dire qu'on a contribué à insuffler des idées, des modes de pensée qui ont fait évoluer le droit national. Et la déclaration qui a été faite là est en soi une déclaration qui elle-même crée du droit.
parce qu'elle crée une pression internationale sur l'ensemble des pays, qu'ils le veuillent ou pas, ils viennent d'accepter ce que tous les pays libéraux refusaient, la notion de souveraineté alimentaire, qui va à l'encontre du droit que eux-mêmes ont voté dans leurs États, qui est la soumission à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est juste pour vous montrer que 120 pays ont validé une des politiques portées par le plus grand rassemblement paysan du monde, qui s'appelle la Via Campesina, et accompagné par des milliers de gens et d'associations. Donc il est évident que tôt ou tard, on va faire valoir une partie de ces droits. En étant encore optimiste, c'est la notion de dire à la lumière. À la lumière, c'est éclairer le droit. Vous voyez tous les jours des politiques dire les droits de l'homme, etc., etc. Et bien là, c'est le droit des paysans et des travailleurs ruraux, au même titre que les droits de l'homme. C'est pas pour rien qu'on a mis si longtemps à faire valoir ce droit. C'est juste pour montrer l'ampleur de la décision, mais on aura un énorme combat à mener au quotidien pour le faire valoir. Et l'idée, c'est que chaque État a la responsabilité d'accompagner le droit et ses paysans. Nous avons quand même une vision à la Confédération paysanne, mais à la Via Campesina, c'est que les peuples doivent devenir souverains et les paysans doivent devenir souverains et l'alimentation doit être gérée de manière souveraine. Et l'intention, c'est que si nos pouvoirs politiques entendent ce qui est dit par les peuples, eh ben, petit à petit, ils vont faire évoluer le droit dans le sens de cette déclaration. Donc, chaque fois que vous aurez un conflit juridique, il y a 28 articles dans ce droit. Chaque fois que vous aurez un souci, même de droit rural, eh ben, je vous demande d'aller piocher dans ces articles et de les faire citer dans le plaidoyer que vous porterez. Et à partir du moment où ce plaidoyer amènera une victoire, dans votre droit, quel qu'il soit, accès particulièrement au commun, ça sera plus intéressant, c'est-à-dire entre autres l'eau et la terre, mais il n'y a pas que l'eau et la terre, eh ben, ils pourront être réutilisés. Et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence qui constitue du droit. Alors pour être optimiste, rien que le fait d'avoir fait cette déclaration, eh ben, il se trouve que la Colombie est en train, dans son droit et on va dire dans son, aidez-moi, dans cette déclaration, Dans sa constitution? dans sa constitution, merci, dans sa constitution, et pratiquement de faire un copier-coller de l'UNDROP, ce qui veut dire qu'elle a entendu la pression, elle a entendu le peuple des paysans et qu'elle veut le faire valoir en termes de possibilités politiques dans son expression. Mais il y a beaucoup d'autres cas où, par exemple, aux Indes, la révolte qu'il y a eu il y a quelque temps est quand même appuyée par les droits et ces droits qui ont été cités dans l'UNDROP, et politiquement, ça a une certaine influence. Après, si on en revient aux semences, par exemple, avec quelques confédérés, on a gagné au niveau parlementaire français un droit d'échange des semences en 2015, qui n'existait pas dans le droit français à cause des monopoles et du lobbying semencier. Et bien, ce droit, on est en train de le faire valoir au niveau européen dans le cadre d'une révision sur le statut des semences en termes de droit, et qui est accompagné, appuyé par du droit qui existe au niveau international dans le cadre du TIRPA, un traité international.
Et dans ces droits, on est en train de faire citer, entre autres, l'UNDROP et l'article sur les semences. Et on sait que tôt ou tard, il aura un poids dans la constitution du droit même appartenant à chaque État. Après, il faut quand même savoir que le droit rural n'est pas régi que par des États. Il y a des États il y a des pays, pardon, où c'est des régions qui régissent du droit rural. Par exemple, l'Italie a énormément de droit qui est régional. En France, on a du droit qui est local, même qu'on le veuille ou pas. Et ça constitue à modifier, je veux dire, l'évolution des mœurs et autres. Et puis, sur peut-être ce qui se passe au niveau des nouveaux OGM, on pense que l'Occident nous amène à céder et intégrer la possibilité de semer de nouveaux OGM, mais à travers le droit qu'on a gagné, donc ce traité, et donc en 2018, on entend et on arrive à convaincre un certain nombre de politiques de l'aberration de ce qui est en train de se passer, où on est en train de reconnaître un droit qui n'est pas du droit national, mais qui est une équivalence en substance, et on défait l'ensemble des visions qu'ont les politiques de la nature et de ce qu'elle peut devenir. Donc on remet en cause la science, mais en même temps, on sauvegarde probablement par le droit de certains pays, on arrivera probablement à gagner cette victoire, même si ce n'est que momentané. Et je pense que c'est la révolte de l'ensemble des paysans et l'addition des résistances qui donnera encore plus de droits à l'UNDROP. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça répond peut-être aussi un peu à comment est-ce que ça peut s'appliquer, à quoi ça peut servir? Peut-être est-ce que tu peux, enfin je me disais peut-être que c'est peut-être très compliqué, je sais pas, mais est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu disais que c'est passé par l'Europe en fait cette défense des droits des semences et que c'est comme ça que ça a fini par arriver en France. Mais alors est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus dans le concret comment ça se passe précisément? Ah non, c'est en cours, hein. Ok, C'est en cours. Donc, la victoire n'est pas là, c'est en cours. C'est dans le cadre de round européen sur la gestion des semences, hein, au niveau politique. Et ben, en ce moment, on est dans une définition, une remise en cause de qu'est-ce qu'on peut faire avec la semence au niveau européen et quel droit on rétrocède aux paysans et quel droit on ne rétrocède pas. Et nous avons fait valoir un droit que nous avons conquis. On était le seul pays en Europe à avoir conquis le droit d'échanger, hein, et de donner nos propres semences, ce qui semble dans l'entendement de tout le monde un droit existant, mais il n'existe pas en tant que tel à cause de l'accaparement des semences par les semenciers et l'accompagnement par nos politiques de cet accaparement, entre autres à travers le brevet. Je vais peut-être un peu vite dans l'expression, mais néanmoins, on est en train de remettre en cause et de faire valoir au niveau européen un droit qui n'existe que en partie au niveau national. C'est conquérir un droit qui fait partie d'un des articles de l'UNDROP. Donc, on pourra faire valoir l'UNDROP en même temps dans le cadre d'une jurisprudence européenne éventuellement, s'il y a besoin. Je voulais quand même rappeler, parce que vous êtes tous des Amapiens, rappeler comme on l'a dit, mais sous une autre forme, plus de 50% des acteurs au niveau planétaire ont un acte de production alimentaire. Ce qui veut dire que plus de 50% des habitants de la planète sont concernés par l'UNDROP. Donc, si les peuples le font entendre, on considère que l'entendement au niveau de la volonté de donner un accès à une alimentation suffisante et saine aux habitants de tel et tel pays, eh ben, nous octroie la possibilité de l'exprimer et de le revendiquer.
Et cette agriculture qui nourrit la planète, c'est celle que vous produisez, vous accompagnez. C'est seulement l'agriculture paysanne. Puisque l'agriculture paysanne, avec 30% des surfaces planétaires agricoles, produit 70% de l'alimentation internationale. Vous voulez dire quelque chose, Christine? Est-ce que j'ai bien compris en disant que en fait plus on fera référence à la déclaration et plus dans des jugements, enfin dans des jurisprudences, et plus on la fera vivre en fait, plus on la rendra indispensable. C'est exactement ça, mais ça ne concerne pas que les paysans, parce que les articles, il y a 28 articles. Les 28 articles, quand vous les aurez déclinés, vous comprendrez que ça concerne le droit des femmes, que ça concerne l'environnement, que ça concerne diverses libertés et autres. Donc, je ne vais pas toutes les citer autrement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement dans du droit rural qu'il faut le faire valoir, c'est dans du droit à vivre. Donc ça veut dire aussi que ça peut être utilisé pour lutter contre enfin, dans la lutte contre les méga-bassines, puisqu'il y a le droit à l'eau et que c'est un bien Voilà. commun. Alors, j'y viens. Avec Geneviève et le secrétariat national, on a porté un P sur la problématique de l'eau dans le cadre de faire valoir, entre autres, le droit à une gestion collective d'un commun qui s'appelle l'eau. Mais dans le même cadre de la problématique des méga-bassines, on pourrait très bien aussi, éventuellement, puisque ça concerne énormément d'acteurs au niveau planétaire, faire valoir la répression que nous avons subie en tant qu'éco-terroristes. Excusez-moi. Bon, je m'arrête là parce que je suis trop passionné. Mais peut-être dire que oui, oui, vraiment, de l'utiliser à tous les moments. Il y a notamment des organisations à travers le monde qui nous disent qu'à chaque fois que leur syndicat prend la parole, ils font toujours un moment de référence à la déclaration pour que ça devienne incontournable, que ça devienne, que ça soit plus remis en question, que ce soit pas balayé ni rien. Sachant que la jurisprudence est toujours très compliquée parce que c'est les juges qui décident ce qu'il y a dans un jugement et le droit international en France, c'est pas tout à fait leur tasse de thé. Peut-être aussi dire que par rapport aux méga-bassines, il y a quand même eu une saisine des rapporteurs spéciaux, je ne sais plus lesquels c'était, qui ont été faits par la Confédération paysanne et le CETIM, spécifiquement sur cette question et sur la question de l'eau. Donc la France a été vraiment interpellée au niveau du Conseil des droits de l'homme sur la question-là et en se fondant énormément sur la déclaration. D'ailleurs, à un moment, Olivier a utilisé l'acronyme anglais que vous avez peut-être. Voilà, il a dit UNDROP. À un moment, c'est l'acronyme anglais pour la déclaration. Je ne sais pas si on vous l'a précisé un moment. Mais si vous lisez sur le sujet, vous allez voir, il revient très très souvent. C'est souvent comme ça qu'on raccourcit. Je voulais juste préciser ça parce que je me suis dit qu'on ne vous l'avait pas dit au début. Voilà. Mais est-ce que vous faites de la diffusion auprès de tous les avocats, juristes, etc. Comment Alors, ça se passe, on n'a pas de liste mail de tous les juristes et tous les avocats. j'imagine? Non, Ouais. mais par contre, après, c'est aussi, de toute façon, les avocats qui sont choisis par les luttes, c'est à eux de. Enfin, c'est aux luttes de dire à leur avocat, s'il vous plaît, ajoutez-le dans ce qu'on appelle des conclusions. Les conclusions, c'est l'écrit que donne l'avocat au juge et dans leur plaidoyer, s'il y a un plaidoyer, mais rarement. Mais du coup, c'est aussi à nous de faire circuler ça dans toutes les luttes. Mais c'est quand même les luttes actuelles écologiques savent que la déclaration existe parce qu'il y a beaucoup de liens avec la Confédération paysanne. La Confédération paysanne est bien au courant. Que par exemple Geneviève et Olivier ont présenté la déclaration l'année dernière sur le Larzac pendant le rassemblement Les Résistantes. Donc il y a une transmission, il y a de l'échange d'informations. Et puis il y a eu aussi un travail qui a été fait après l'adoption de la déclaration sur informer les députés notamment.
parce que c'est aussi un niveau qui est intéressant voilà, d'informer les politiques. Mais ça peut être intéressant d'aller. Je peux donner un exemple de ce qu'ont fait les Belges et qu'on trouve qui est très bien. Et s'il y a des gens en France qui ont envie de le faire, ce serait génial. Ils ont écrit une charte des communes paysannes et dans lesquelles ils reprennent tous les articles de la déclaration qui concernent les, le rôle des communes. Donc, comme le disait Olivier, les communes, elles ont enfin, le niveau local a un grand rôle à jouer dans l'agriculture. Et donc, ils ont repris, par exemple, le droit à la terre. Il y a cet article, il dit ça, et vous, avec les pouvoirs que vous avez, les communes, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire des terres communales, vous pouvez faire une cantine communale en installant des paysans, ou vous pouvez donner accès à un local, enfin plein de choses. Et ils ont diffusé ça à toutes les communes parce qu'ils ont des élections qui arrivent ce mois-ci. Donc ça, c'est un moyen aussi de faire connaître la déclaration. Et c'est vrai que, par exemple, le niveau local euh, est, est très important parce que les communes, elles ont plein de pouvoirs en ce qui concerne l'agriculture, notamment en ce qui concerne le foncier. C'est très important d'aller voir les communes. Donc, je peux vous mettre le lien. Elle est vraiment pas mal, cette charte. En plus, il y a même des exemples de bonnes pratiques qui viennent de France dans la charte. Donc, comme quoi, on fait déjà des bonnes choses en France. Il y a des communes qui font des choses superbes. Oui, super, si tu peux l'envoyer aussi dans le Alors chat. que je me trompe pas, voilà. Je voulais juste ajouter une petite chose, puisque je vais devoir vous quitter. C'est que, en fait, tout est occasion aussi d'en parler et de présenter dans les différents milieux auxquels vous êtes. Et que si vous avez, comme on fait ce soir, on présente aux Amapiens, aux Amapiennes surtout, et on espère que ça va aussi nourrir la suite du travail. Et si vous connaissez des juristes ou des écoles, des universités, je pense que là, il y a aussi matière à faire des informations, comme on va pouvoir faire au niveau international dans différents séminaires ou conférences auxquelles on est invité. Ben, il faut faire la même chose à tous les niveaux et nourrir comme ça la connaissance de l'outil, quoi. Et je vais sur ce vous quitter, mais bon courage pour la suite. Nous, on va aussi continuer. Pas de souci. Merci beaucoup pour ton Au revoir. intervention et au revoir, bonne soirée. Geneviève, Merci. Au revoir. Tu voulais dire un truc, Olivier? oui, à la question comment on fait pour citer quelque chose dans le droit. Bon, pour avoir une assez bonne expérience de la vie avec des avocats et des tribunaux, puisque j'ai accompagné plus de 50 procès. Je suis pas très fort en droit, mais par contre, les moyens et autres, faut les trouver. L'intention, c'est quand même quand on demande à un avocat, il est là pour porter sa voix. Il n'est pas pour vous porter euh, la voix qui vous permettra de vous sortir du dilemme dans lequel vous êtes. C'est pas seulement ça. Donc, vous pouvez lui porter un des articles et lui dire dans votre plaidoyer, est-ce que vous pouvez faire allusion à cet article et le joindre dans le plaidoyer si vous estimez, bref, ça se construit avec lui, mais je pense qu'il y a énormément de possibilités là-dessus en termes juridiques pour faire valoir ces droits-là et éventuellement pouvoir les réutiliser plus tard en termes de jurisprudence. Et au niveau de la communication, moi, je suis tout prêt à intervenir en Rhône-Alpes et je suis pas mal sollicité dans divers endroits pour parler du droit des paysans. Entre autres, ben, je crois dans 10 jours, je vais pour le CCFD, ils font une grande journée régionale ça doit être dans la Drôme. Je vais intervenir en partie là-dessus, mais surtout sur la souveraineté alimentaire. Mais automatiquement, je ferai allusion à ce droit-là, voilà. Et puis vous dire quand même que les CCFD, FIAM, le mouvement Sans Terre, les Amis de la Conf, vous-même en partie,
les CIVAM, que sais-je encore, j'en oublie beaucoup. Beaucoup d'associations de la société civile, même des associations environnementales, s'emparent du problème lentement pour être informés et éventuellement faire vivre ce droit-là. Et enfin, Geneviève vous a donné un lien, j'arrive plus à le voir où il est, où il faut répondre avant le 16 octobre, si ma mémoire est bonne. Et ben, chacun peut, même à titre personnel, apporter une contribution, envoyer un jet, une intention. Ça peut toujours éclairer nos 5 experts. Et enfin, quand elle parlait des régions, les régions, c'est presque les continents, mais ça n'est pas exactement les continents. Donc, c'est juste pour que vous compreniez qu'une personne, un expert a été nommé par région et qu'il y a un découpage qui n'est pas celui qu'on a tendance à voir. Et on pourra vous l'expliquer sur le site, je crois que c'était expliqué. Voilà. Et est-ce que je peux dire un petit mot pour la diffusion? On sait de sources très très sûres que les amis de la Confédération paysanne sont très au courant de cette déclaration et ont très envie depuis plusieurs années de travailler sur cette question. Je cherche des forces vives, cherche de l'argent pour pouvoir mener à bien ce travail de diffusion et plaidoyer pour la déclaration. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Il y a des personnes qui sont vraiment à fond dedans au sein des Amis de la Conf. Donc c'est un très bon canal. Quand on préparait ce webinaire et qu'on discutait sur c'est quoi les pistes à vous donner, c'est une des premières choses que j'avais dit d'aller voir les Amis de la Conf, que c'était vraiment voilà, un bon moyen. Les ADR, je pense qu'il y en a qui sont au courant et d'autres non, mais pareil, hein, c'est ce que dit Olivier. Le site, il est là pour être diffusé, et puis que ce soit Olivier et moi, par exemple, vous pouvez revenir nous solliciter si vous voulez faire des formations, si vous voulez voilà, faire des webinaires, des échanges. Vous avez de la chance, nous, on est en France, on est là. Il y a une éditrice pour tout le monde et vous avez de la chance, elle est française. Et voilà, et puis j'en profite aussi parce qu'on m'a demandé ça par message privé. Ah, on t'entend plus très Pardon, bien. oui, c'est bon, pardon. Je vous mets encore un lien. Ça, c'est peut-être le seul à garder, c'est la page d'accueil du site internet à partir de laquelle vous trouverez tout. Et notamment en bas de la page, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On envoie une newsletter tous les 3 mois et quelques, avec les articles qu'on a envie de mettre en avant. Et puis si on organise des webinaires, normalement on organise au moins un webinaire par an. Il est aussi annoncé. Et puis on a des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les articles qui sortent sur le site sont mis sur nos réseaux sociaux normalement, enfin surtout Twitter et Facebook. Donc si vous avez envie d'être au courant dès qu'il y a un nouvel article, c'est sur nos réseaux. Sachant qu'il y a à peu près un article par semaine. C'est tranquille. Voilà. Et quoi d'autre? On s'était dit que vous pouviez aussi apporter ça. Tu disais tout à l'heure les ADR, ils sont pas forcément tout au courant, mais dans les groupes impact locaux aussi, s'il y en a parmi vous qui sont dans des groupes locaux impact, n'hésitez pas à apporter ces questions-là. Enfin, sûrement que les acteurs qui sont, ils sont déjà au courant, mais en tout cas, ça crée de l'intérêt aussi pour ces questions et ça peut être en tout cas porté, quoi. Ouais. On avait donné d'autres pistes. Non, oui, on avait dit qu'on pouvait aussi aller manifester à Bruxelles ou à Genève. Ouais. Éventuellement. Voilà, ça peut être des choses aussi à faire, mobiliser d'autres amapiens pour organiser des choses comme ça. Et puis je pense que c'est et puis éventuellement parler de ces questions-là aussi avec vos paysans dans vos AMAP, tout simplement. Voilà. C'est la fin du vous dire quand même qu'on a, au niveau national, on a monté un groupe, mais en ce moment il est un peu éphémère, de travail auquel a fait allusion indirectement Colline. Ce groupe est constitué pas que de confédérés et on aimerait qu'il s'agrandisse. Donc, si ça vous intéresse, ben, contactez-moi. C'est un groupe qui travaille dessus et qui réfléchit aux stratégies et qu'est-ce qu'on peut faire.
et puis qui est prêt à communiquer et autres. Et puis vous dire quand même qu'on a quand même écrit à l'ensemble des parlementaires. On a fait poser des questions écrites au gouvernement. Donc on a fait quelques démarches, mais le problème est quand même que la médiatisation des événements, elle se fait à des moments opportuns. Et parfois, l'histoire ne nous rend pas service, entre guillemets. C'est-à-dire que d'autres sujets sont traités ou sont plus urgents. Donc, il faudra revenir à la charge. Mais je pense qu'en ce moment, vu la répression que nous subissons, politique, intellectuelle et même voire la peur, eh ben, essayons d'abord de continuer à pouvoir s'exprimer. Ça marche. Et ben, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Pour conclure, je pouvais dire aussi rappeler que Colline a écrit un livre qui est disponible en ligne. Je vous le remettrai aussi dans le mail récap et je pense que je l'avais peut-être mis dans le dernier mail de rappel de ce soir. En tout cas, voilà, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez le retrouver. Tu l'avais aussi en vrai, petit peu. Oui, mais il est gratuit en ligne et il est épuisé en papier. Donc, vous pouvez, voilà, il est en PDF et en format e-book. Mais c'est l'histoire de la déclaration et les droits et aussi voilà, toutes les façons qu'il y a de la mettre en œuvre, c'est quoi les étapes. Voilà, Ok. si vous avez envie de creuser le sujet. Du coup, je le renverrai pareil, vous pourrez le retrouver sur le mail de récap. Il est aussi sur notre site, du coup, sur la partie dédiée au webinaire de ce soir. Vous pouvez aussi, du coup, consulter le site internet qu'on avait, enfin, le lien, hein, pas le livre, mais le lien est sur le site. Du coup, vous pouvez aussi consulter le site dont Pauline aussi l'éditrice, dont on a parlé tout au long du webinaire. J'ai aussi noté tous les liens que tu as envoyés dans le chat pour les renvoyer à la fin. Donc voilà, vous aurez toutes les choses dont on a parlé. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à Colline ou à Olivier pour animer des webinaires, des formations comme ils ont proposé tout à l'heure. Là, ça peut aussi se faire. Et merci en tout cas pour l'intervention. C'était super intéressant. J'essaierai donc de faire un podcast de tout ce qu'on s'est dit et puis de vous l'envoyer pour que vous puissiez le diffuser vous aussi. Merci beaucoup pour la participation, les questions qui ont été posées aussi. C'était super. Et donc, il y a un dernier rendez-vous du cycle en décembre sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire pour ce prochain rendez-vous. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour le regard. Ben, merci à vous. Et encore désolé qu'on n'ait pas été plus nombreux. Mais voilà, je pense qu'on fera un truc. On sait comme c'est compliqué. Merci. À bientôt. À C'est pas bientôt. grave, c'est pas grave, vous allez semer des graines. Au Oui. revoir. Au revoir.